on va aborder un sujet qui devrait intéresser les pneumologues. Il vous intéresse déjà? Vous en faites un peu? Tout le monde ici? Non? Vous avez déjà vu faire quand même? Très bien, on va essayer de démystifier cette échographie thoracique. Et comme on dit aujourd'hui, c'est le nouveau stéto du pneumologue. Donc il faut quand même, c'est un examen qui valorise notre spécialité et qui nous facilite la vie avec nos patients. Alors j'aurai le plaisir d'animer cet atelier avec mon ami professeur Alfaoui, qui est professeur agrégé de pneumologie au service de pneumo de l'hôpital 20 août à Casablanca. Donc on fait partie de la même équipe. Et on a travaillé ensemble depuis quand même quelques années. Et l'échographie nous a changé la vie. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux vivre sans échographie? Je vous souhaite la même chose, je vous souhaite la même contagion parce que vraiment ça facilite la pratique de notre spécialité et aussi c'est très très bénéfique aux patients comme vous allez le voir. Alors on a partagé cet atelier qu'on a préparé ensemble en deux parties. La première partie c'est la partie théorique. On va comprendre ce que c'est que cette échographie, comprendre l'aspect normal pour en déduire tout ce qui est anormal. C'est toujours une base pour n'importe quel apprentissage. Donc c'est la partie que je ferai moi-même. La deuxième partie, et qui est très importante dans la pratique, pourquoi? Parce que c'est la première indication, c'est la chose la plus facile à apprendre et à maîtriser et qui rend énormément service, que fera mon ami professeur Alfaoui, c'est la pleurésie. D'accord? Donc on aimerait bien qu'aujourd'hui vous sortiez avec une bonne connaissance de ce que c'est que l'échographie, une bonne connaissance de l'échographie thoracique normale, et puis surtout que dès lundi, Inch'Allah, vous allez chercher n'importe quel échographe, poser la sonde sur votre patient pour diagnostiquer, pour voir déjà est-ce que c'est normal, et puis pour diagnostiquer éventuellement un épanchement pleural liquidien, donc la pleurésie. Inch'Allah, c'est ça l'objectif. Très bien. Est-ce que s'il te plaît, tu peux défiler? Alors on va commencer par rappeler que pourquoi on a tardé à utiliser l'échographie, nous, pneumologues, alors que le médecin généraliste l'utilise et quand on lui fait la formation, on reste quand même axé sur essentiellement deux choses, l'échographie abdominopelvienne et l'échographie thyroïdienne, pour ne pas dire cervicale, et le thorax, on le saute à chaque fois. Parce qu'on nous a appris, tous je pense, qu'il n'y a pas de place parce que le poumon c'est de l'air et que l'air c'est l'ennemi de l'échographie. D'accord? Et donc du coup, il n'y a que des artefacts, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais heureusement que certains médecins, c'était à la base des réanimateurs. Pourquoi les réanimateurs? Parce qu'ils avaient des malades intubés, ventilés, qui ne pouvaient pas déplacer. Et ils avaient besoin du scanner, le gold standard. D'accord, mais ce n'est pas toujours accessible. Ils font des radios. Qu'est-ce que ça donne? Pas grand-chose. Le malade, il est en plus en décubitus dorsal. Donc, on ratait des diagnostics des fois qui pouvaient menacer le pronostic vital. Et puis, il y a eu un réanimateur qui racontait son histoire, qui disait qu'il cherchait des rendez-vous par-ci, par-là. Et que finalement, un jour, en passant dans le couloir, il a trouvé un échographe qui était dédié à la réforme. Il l'a tiré, il l'a ramené. Il a commencé à regarder ses malades, à les explorer par échographie. Et il s'est dit que finalement, ce qu'on a appelé de simples artefacts, c'était une véritable sémiologie. Parce qu'il a commencé à voir les mêmes images qui se répétaient. Tiens, ça c'est le poumon normal. Et puis après, les mêmes anomalies qui se répétaient. Tiens, ce sont des anomalies que je vais identifier. Et ça a commencé par la pleurésie. C'est pour ça qu'on a choisi comme niveau 1 d'initiation d'aborder comme pathologie la pleurésie dans un deuxième temps. Alors, ces artefacts, finalement, ont donné naissance à des signes sémiologiques qui reflètent les éléments thoraciques normaux. Et puis, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on utilisait cette échographie, que l'échographie avait une très bonne rentabilité, qu'elle était nettement plus performante que la radiographie thoracique dans pas mal de pathologies, et puis qu'elle avait une bonne corrélation avec le scanner thoracique. Si on a, Inch'Allah, encore l'occasion de voir le niveau 2, eh bien, vous allez voir qu'elle est même supérieure au scanner thoracique dans certaines indications. Et surtout, c'est un examen qui n'irradie pas, alors que la radio et le scanner sont basés sur les rayons X. D'accord? Et vous voyez, quand on refait plein de radios avec le dossier lourd avec plein de radios, c'est aussi des irradiations chez le patient. Et l'échographie peut justement s'immiscer entre la radio et le scanner pour limiter ce nombre répété d'examens à rayons X. Alors, les premières indications, regardez, ça ne n'est pas d'aujourd'hui. 1945. 1975, 1978, puis des publications plus récentes. C'est dire que des gens ont tenté, et vraiment, Allah yajazihum bikhair, parce que s'ils n'avaient pas initié cette recherche et cette curiosité pour trouver une solution, on ne serait pas arrivé aux publications plus récentes qui maintenant, voilà, l'échographie a bien fait sa preuve de son intérêt. Alors, c'est un examen qui est simple, on peut avancer, donc c'est un examen qui est simple, vous allez voir, on va le simplifier. Et vous allez voir qu'il est très simple à comprendre et à apprendre.
Il est reproductible, vous n'avez qu'à tirer votre appareil, aller vers votre patient. Maintenant, il y a même des échographes portables. Et puis, il n'est pas très cher. Si on le met entre la radio et le scanner, ben, écoutez, il a une bonne rentabilité. Le coût est assez accessible pour le patient. Et puis, on peut le déplacer vers le patient. Ça, c'est l'avantage justement de l'échographie thoracique. On fait des examens en temps réel. Et vous savez tous, par exemple, pour la pleurésie, l'histoire du patient qui part faire un repérage, il revient chez vous, ce n'est pas le bon repère. D'accord? Et là, pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment il était, comment il a fait le radiologue son repérage, etc. Et donc, du coup, on peut le répéter sans problème et ça allège le dossier médical. Et comme on le dit toujours, il y a des amis qui l'appellent échographie pulmonaire, comme pour la radio, on ne dit pas pulmonaire mais thoracique, on peut explorer tous les éléments du thorax. On explore la paroi, la plèvre, le parenchyme pulmonaire, sans oublier qu'on peut également explorer le diaphragme, qui est le principal muscle respiratoire. Si on respire, c'est grâce au diaphragme. Si je vous dis comment vous explorez le diaphragme dans la vraie vie, les explorations, c'est indirect, c'est pas direct. Alors qu'avec l'échographie, vous allez le voir dans sa forme, vous allez voir sa dynamique, sa course, et vous allez évaluer des choses qui peuvent vraiment renseigner sur la fonction respiratoire de façon précise. Et donc, comment on va faire au fait pour aborder le patient? Chaque fois qu'on fait un examen, il faut dire au patient qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est la base. Ce n'est pas question d'allonger le patient, de prendre la sonde, d'y aller, ou même de faire des gestes suite à cette exploration. Et donc, on distingue toujours le patient stable versus le patient instable. Pourquoi? Parce que le patient stable, la règle est de l'examiner avec un thorax droit, donc il sera en position assise. Or, le patient instable, il sera forcément en position allongée. Et on va prendre en considération quelles sont les pathologies de l'urgence vitale. D'accord? Et on verra quelques règles qui vont différer selon la situation du patient. Et puis après, on va voir quelle est la pathologie associée. Selon la pathologie, on va décider de l'endroit où on va explorer. D'accord? Alors, suivant, s'il vous plaît. Alors, voilà. Alors, après, il est important... Non, la précédente. Il est important, d'accord? Non, ça, on l'avait déjà vu. Ou non, pardon, je voulais juste m'arrêter sur ça. Pourquoi la position, elle est importante à tenir en compte? C'est parce qu'on part d'un principe très très simple. Le liquide va aller vers le bas et l'air va remonter vers le haut. Ça veut dire simplement quoi? Si je cherche une pleurésie, c'est un patient assis, j'irai vers la base. On verra les cadrans, d'accord? Si la base sera, c'est le cadran 6, on verra après les cadrans, d'accord? Si je cherche par exemple de l'air, je vais aller vers le haut. Mais si le patient est en décubitus dorsal, pareil, si je cherche de l'air, je vais aller vers la partie antérieure, donc superficielle. Et si je cherche du liquide, c'est toujours en déclivité. On verra le schéma tout à l'heure. Donc, première des choses, c'est avoir l'échographe. Très bien. Mais vous savez que la chose la plus importante dans un échographe, c'est la sonde. Parce que c'est elle qui va nous donner les images. Et deuxièmement, parce que c'est la chose la plus chère dans un échographe, c'est la sonde. Donc, il va falloir en prendre soin. Une sonde, premièrement, il faut la nettoyer. Deuxièmement, il faut la cacher parce que les microparticules de poussière peuvent la léser. C'est un élément très fragile. Et puis, autre élément très important, il faut friser l'image. Il faut bloquer l'image. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et donc, en général, il y a plusieurs sondes dans l'appareil. Qu'est-ce que vous connaissez comme sonde? Il y a la sonde convexe, il y a la sonde linéaire, il y a la sonde cardiaque. D'accord? Nous, la cardiaque, on ne l'utilise pas, mais si vous n'avez que la sonde cardiaque, vous pouvez aussi l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'elle va aussi en profondeur. Mais en général, un pneumologue a besoin d'une sonde convexe obligatoirement, plus ou moins une sonde superficielle ou linéaire, d'accord? Alors, pourquoi cette différence? La convexe, elle est importante, elle est à basse fréquence, elle va en profondeur. Et quand on parle par exemple de pleurésie, on veut voir la profondeur, d'accord? Alors après, la linéaire, elle est à haute fréquence, d'accord? Elle est importante pour tout ce qui est superficiel. D'ailleurs, on l'appelle la sonde superficielle. Donc, vous allez avoir une image très nette de la paroi. Vous allez mieux voir, par exemple, les pleurésies de faible abondance. Vous allez mieux voir le pneumothorax parce qu'on cherche l'air qui arrive au niveau de la paroi. Et l'image, elle est d'une netteté
importante, mais elle ne voit pas ce qu'il y a en profondeur de façon très nette. Donc, elle peut être complémentaire, mais si j'ai le choix d'en avoir une, ce sera la convexe. Mais idéalement, c'est d'avoir les deux. Alors, ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses très sophistiquées aujourd'hui, comme des échographes portables qu'on peut mettre comme application sur un téléphone ou sur une tablette. Donc, on peut les déplacer encore plus facilement que le chariot que l'on va tirer. Maintenant, regardez, si on prend la sonde convexe comme ça, on reconnaît l'empreinte directement, d'accord? Et vous voyez que l'image, elle va aller un petit peu en profondeur. Quand je prends la sonde linéaire, elle n'a pas d'empreinte, en général on la reconnaît dès l'image, mais elle est très très nette. Si je compare la paroi ici et là-bas, eh bien ici c'est beaucoup plus net. Donc pour des anomalies de la paroi, pour des anomalies très proches de la paroi, je vais préférer la sonde linéaire. Mais je ne vois pas après ce qui se passe en dessous. Je pense qu'on devrait éteindre la lumière. Je ne sais pas si on peut éteindre, Hadi, parce qu'on ne voit pas bien les images. عارفه الضوء ديال هذا ما عرفتيش فين كاين سوبر ميرسي لا شعل اللورا مونافي لا نطفيو هادو بجوج ونخليو لو فون دو لا سال ok يلا ça passe maintenant c'est déjà mieux très bien alors ensuite voilà, donc la sonde convexe, en plus, elle a un champ qui est large. C'est pour ça que la sonde cardiaque peut être utile, mais elle part d'un point de départ focal qui est très étroit et après, elle s'élargit. C'est adapté pour le cœur. Ça peut faire l'affaire, ça peut dépanner. Mais juste retenez que la sonde convexe a un champ large. Par contre, la sonde linéaire, elle a un champ direct égal à la largeur de la sonde. Ça, c'est aussi un avantage de la sonde convexe. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Initialement, au fait, on s'est inspiré des ultrasons qui étaient destinés à un autre domaine. D'accord? C'est au fait ce qu'utilisent les sous-marins et les bateaux pour repérer les dangers, les obstacles. Ok? Alors, c'est quoi un ultrason? Au fait, un ultrason, c'est un son qui est inaudible. D'accord? Et qui va se propager de proche en proche. Mais quand il va trouver un obstacle, qu'est-ce qu'on aura? On aura un changement de trajectoire, une déviation. Une réflexion. Et l'écho, c'est quoi? C'est le temps de retour qui va donner, d'accord, au navigateur la distance avec cet obstacle. C'est le principe du sonar. Initialement, ce n'était pas destiné pour la médecine. Mais après, il y a eu justement un élargissement d'utilisation dans plusieurs domaines, dans le domaine médical. Alors la sonde. La sonde, c'est très très important. En fait, comment se crée un ultrason? Vous avez tous vu une sonde d'échographie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a comme couleur sur la sonde? En général, c'est du gris, d'accord? Alors, ça, c'est l'élément le plus important. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut nettoyer, enlever le jet. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut couvrir. Cet élément-là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un élément piézoélectrique. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut passer à la suivante. Voilà. C'est un élément qui contient, d'accord, des substances en équilibre. Donc là, c'est une sonde à l'état de repos. Ok? Donc il y a plusieurs éléments comme ça qui sont en équilibre centrés sur un centre de gravité. Maintenant, comment je vais créer l'ultrason? L'échographe, il est branché à un circuit électrique. Quand je frise, j'arrête. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, il faut friser. Ne laissez pas votre échographe allumé, vous allez faire autre chose. Friser, c'est-à-dire bloquer l'image. Parce que quand vous débloquez, le courant électrique va traverser la sonde et va traverser cet élément piézoélectrique. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée une décentralisation du centre de gravité. Et c'est comme ça que va naître l'ultrason dans votre sonde. Et quand vous le mettez sur le patient, l'ultrason traverse les différents organes. Il va subir, comme pour le sonar, des variations de trajet qui vont nous donner des images qui nous rappellent les éléments anatomiques que l'on connaît. C'est comme ça qu'on va reconnaître, bah, tiens, c'est le foie, tiens, c'est le rein, tiens, c'est de l'air, tiens, c'est du liquide. D'accord? Pourquoi? Parce que chaque élément se comporte différemment avec les ultrasons et on va donc deviner quelles sont les anomalies. Alors, qu'est-ce qui se passe même pour les rayons? C'est quoi le principe? Quelque chose qui arrive. Hop, je peux bloquer complètement. L'ultrason peut buter et être bloqué complètement. C'est le cas de quoi? L'os.
Donc, qu'est-ce que je vois? Par exemple, l'os, les côtes, je vais voir une image curviligne très, très écogène et derrière, nada, rien du tout, c'est noir. C'est ce qu'on appelle le cône d'ombre pure. Bien. Deuxième des choses, je peux par exemple venir et on me dévie de trajectoire. D'accord? Si ça se passe dans le sens contraire, c'est-à-dire on me refoule, j'arrive et on me dit non, va-t'en, je reviens. Ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion. OK? Donc, première des choses, c'est que tout est bloqué. Deuxième des choses, je vais avoir une partie des ultrasons qui vont être réfléchis. Ça s'appelle la réflexion. Cet ultrason peut subir un autre phénomène. Il sera réfracté. On me change de trajectoire. Je ne reviens pas sur le même trajet. Ça s'appelle une réfraction. D'accord? Et une autre partie qui va être absorbée. D'accord? Et va diffuser. Ce qu'on appelle la diffusion. Donc finalement, chaque substance, chaque tissu, air, liquide, etc., pour qu'on ait des images qui différencient justement les organes, parce que chaque partie va absorber, d'accord, les ultrasons de manière différente selon la somme de ce qui va être réfléchi, réfracté et diffusé. D'accord? C'est ça, c'est des phénomènes physiques qui vont donner une image. Et donc, c'est ce qu'on a tous appris, je pense, dans la sémiologie radiologique. La côte, ça va être une image très dense et rien derrière, c'est ce que vous avez appelé cône d'ombre pure. Le liquide, par contre, c'est quoi? Tout passe au fait. Non, c'est comme si moi, je partais jusque là-bas. Qu'est-ce qui va se passer si je pars jusque là-bas? Je vais m'arrêter où? Vers le mur. Ça veut dire que ça va être noir, mais il y aura quoi? Un renforcement postérieur. Ça confirme la nature liquide. Les ultrasons sont passés, mais ils ont buté. Donc c'est noir, c'est noir, c'est noir. Hop, il y a un renforcement postérieur blanc en général. Troisième possibilité ou tissu ou structure à l'échographie, c'est l'air. L'air, qu'est-ce qui se passe? Comme vous voyez à la radiographie thoracique, le liquide, il est comment? Il est blanc. Et l'air, il est noir. À l'échographie, allez, inversez tout de suite. Le liquide, il est noir et l'air sera blanc. Pourquoi? Parce qu'au fait, on aura les ultrasons qui vont arriver et qui vont buter sur de l'air. C'est quoi l'air? L'air, ce sont des particules en mouvement. Donc les ultrasons vont tellement se perdre qu'on aura quoi? On aura une image blanche. Ce sont des échos perdus en perpétuel mouvement. Ça donne ce qu'on appelle un cône d'ombre impur. D'accord? Très bien. Et puis, à côté de ces deux-là, vous aurez les tissus qui vont absorber de façon différente. Et on aura donc la texture échogène, d'accord, qui peut varier selon la constitution. Est-ce que c'est du muscle? Est-ce que c'est un organe plein comme le foie, la rate, etc. Et donc, si on se rabat maintenant avec ces principes-là sur l'image du thorax, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est quelle sonde? Très bien, donc l'image elle est très nette. Qu'est-ce que vous voyez dans un premier temps, en s'arrêtant ici? Des lignes superposées, blanches puis noires, etc. Ce sont les fibres musculaires, le tissu graisseux, les fascias, etc. Donc, c'est la paroi thoracique. Très bien. Ensuite, vous allez repérer, je pense, tous vous voyez cette image très échogène, qui correspond à quoi? Logiquement, en connaissant l'anatomie. À la plèvre. Pourquoi elle est très échogène et on la devine? Parce que c'est la superposition de deux feuillets. D'accord? Donc, on aura une échogénicité supplémentaire. Ensuite, quelle est la couleur que vous voyez par la suite? C'est du blanc. C'est du? Qui a dit noir? C'est bien du blanc, rassurez-moi. Ouais. Donc, c'est de l'air. C'est le cône d'ombre impur qu'on a vu tout à l'heure. On s'arrête à ça. Ne vous en faites pas, vous allez tout retenir. Alors ensuite, on part du principe que quand je mets ma sonde, en général, je la mets de façon perpendiculaire. Et j'examine de haut en bas, en antérieur, en latéral, en postérieur. D'accord? Mais comme pour l'examen clinique, on va se rabattre sur postérieur. Mais il faut quand même avoir à l'esprit que des fois, il faut examiner en antérieur, en axillaire. Vous le faites tous. Mais logiquement, c'est on explore le thorax en entier. Et je prends ma sonde et je descends de haut en bas.
Et quand j'arrive en bas, qu'est-ce que je vais chercher comme élément important? Le diaphragme. Ce qu'on appelle la jonction thoraco-abdominale. C'est là où va se terminer le thorax. Le diaphragme est à l'échographie, ce que la carène est à la bronchoscopie. Quand je me perds, il est où le diaphragme? Et je reprends mon exploration. D'accord? Mais qu'est-ce que vous remarquez? C'est qu'à chaque fois que je vais traverser, je vais brasser le thorax, je vais passer par, et les côtes, elles vont bloquer. Donc, on a ce qu'on appelle un champ pulmonaire. Donc, en matière de sémiologie échographique, tout ce qu'on va décrire, même si des fois, je peux tourner mon échographe, ma sonde, pardon, et me mettre comme ça. Mais si je veux décrire une anomalie, je vais la décrire par rapport à un champ pulmonaire. C'est quoi un champ pulmonaire? C'est justement la zone où j'explore le parenchyme pulmonaire, limité de part et d'autre part de côtes. D'accord? Supérieure et inférieure. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner cette image, celle-là. C'est quelle sonde? Très bien. Vous voyez bien la paroi, c'est très très net. Vous savez, même s'il y a un petit lipome ou quelque chose, vous allez le voir. Même un tout petit. Ensuite, qu'est-ce que je repère maintenant? Très bien. C'est blanc ou c'est noir? C'est de l'air. Qu'est-ce qui vous rassurerait plus que c'est le poumon? On le verra après, ne vous en faites pas. Qu'est-ce que j'ai ici? Quand je m'approche des fois, je ne vois pas très bien l'image. J'ai bien mis la main sur la côté avec un cône d'ombre pur. Et là, c'est le cône d'ombre impur de l'air. Ça, c'est un champ pulmonaire et on appelle ça le signe, yes, bat sign. Ok, le signe de la chauve-souris. En disant que, appuie s'il te plaît encore une fois, ça va donner la chauve-souris. Le corps de la chauve-souris, c'est le champ pulmonaire, l'axe c'est la fenêtre pulmonaire, et les ailes sont les deux côtes. D'accord? Ça, c'est un champ d'exploration échographique du poumon. Alors maintenant, c'est quelle sonde? Très bien. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut aller en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous arrivez à reconnaître certains organes ou anomalies? On va faire le même raisonnement. Est-ce que vous voyez la paroi? D'accord. Après, vous voyez une image échogène. Je pense que j'ai le... Voilà. Est-ce que vous voyez ici cette image linéaire? C'est bien la ligne pleurale ou pleuropulmonaire. Il y en a qui l'appellent la surface pleuropulmonaire, comme vous voulez. En tout cas, c'est la ligne pleuropulmonaire. D'accord? On voit ici du blanc. D'accord? On voit d'autres lignes échogènes qu'on verra tout à l'heure qui rappellent un peu la surface pleurale. Donc ça, c'est de l'air. C'est le cône d'ombre impur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Du noir. Normalement, si tu regardes sur l'écran, tu vas voir qu'il y a un renforcement postérieur en bas qu'on ne voit pas ici bien. Et puis, qu'est-ce que vous voyez ici? Ah oui, il y a un signe de l'interface. Pourquoi? Parce qu'il y a du liquide et un organe plein. Et puis, on a une image linéaire échogène qui est au fait le diaphragme. Très bien. Suivante. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner encore ce type d'image. Alors, ici, on a tourné la sonde pour s'affranchir des côtes. On ne voulait plus voir les côtes. On voulait vraiment explorer cette partie du parenchyme pulmonaire. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une sonde linéaire. Regardez l'image comme elle est nette. Et puis, vous avez cette image échogène. Sauf que le poumon bouge. Et on a ce qu'on appelle ici le glissement pleural. D'accord? Ça confirme qu'il y a un poumon. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si le blanc, là, c'est de l'air, ce n'est pas un pneumothorax. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des plèvres qui bougent. Et qu'est-ce qui bouge? C'est la plèvre viscérale. Parce que la pariétale, elle est collée. Et la viscérale, elle glisse avec le poumon pour solidariser justement le poumon avec les mouvements de la cage thoracique. D'accord? Alors, cette ligne pleurale, je peux la voir. J'en mesure un peu l'épaisseur. Je vois qu'il y a des petites interruptions de moins d'1 millimètre en général. D'accord? Voilà. Et puis, je vois le blanc qu'il y a en dessous, donc c'est bien de l'air. Alors, en général, on va aller sur... On a deux types de modes. Est-ce que vous connaissez les modes de l'échographie? Le mode le plus utilisé, c'est bien le mode B. D'accord? Mais il y a un autre mode qui va être intéressant pour nos pneumologues, c'est le mode M ou TM.
time motion ou motion, mobilité. D'accord? Et ça, on peut utiliser dans certaines indications. Toujours est-il, le mode B ou le mode brillant, c'est le mode le plus utilisé qui va donner une image bidimensionnelle et qui va être dû au phénomène qu'on a vu tout à l'heure pour les différents échos qui interagissent avec les structures du thorax. Et ça va donc nous donner des images allant du blanc au noir avec des nuances de gris entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le mode TM. C'est quoi le mode TM? Je vais garder le mode B et je vais choisir une ligne de tir. D'accord? Le mode M, c'est ça, c'est que je vais appuyer sur le M et ça va me donner cette ligne de tir que je vais positionner sur les zones mobiles. Donc, je peux me positionner ici sur le poumon. Je n'irai pas sur la côte. Si je mets sur la côte, j'aurai rien. D'accord? Parce que la côte ne bouge pas. Et je peux aussi le poser sur le diaphragme. C'est ce qui bouge. Et c'est ce que j'aimerais voir en mouvement. Et donc, qu'est-ce que ça va donner l'équivalent du mode B en mode M? On aura les mêmes principes. Ça, c'est la paroi que vous reconnaissez. On a l'apparition d'une ligne échogène ici qui nous rappelle la plèvre. Et on a des images, regardez, comme des points mouchetés à ce niveau-là. D'accord? Ça nous rappelle le poumon, les échos perdus dans l'air. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Ça ne passe pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme équivalence? Regardez. On a la paroi avec la surface pleurale, puis le blanc du poumon. J'ai la paroi, j'ai la surface pleuropulmonaire et j'ai le sable du poumon, si vous voulez. Ça m'amène à décrire justement un aspect typique en mode TM qui est le signe du rivage ou bord de mer. Au fait, la paroi va correspondre à la mer, à l'eau. La surface pleurale à la mousse ou à l'écume des vagues. Et le poumon, ben, c'est justement les points du sable. Ça, c'est l'aspect normal du poumon en mode M. Donc, si vous avez ça, c'est que le poumon, il est normal. D'accord? Très bien. Voilà le signe du rivage. Donc, la paroi avec la mer, la surface pleurale avec l'écume et l'air avec le sable. Très bien. Donc, regardez, là, c'est une image. Ligne de tir. Donc, le poumon est normal parce que j'ai la paroi, j'ai la plèvre et j'ai le sable, si vous voulez. Et quand je fais le mode M, des fois, j'ai des artefacts qui se répètent comme ça à intervalles réguliers qu'on appelle le pouls pulmonaire. Pourquoi? Parce que ça rappelle quoi? Voilà, c'est la transmission des battements du cœur. Le cœur bat et nous donne un intervalle régulier. On peut dire que c'est un rythme régulier. Pas sinusal, mais régulier. D'accord? Donc, ça confirme que le poumon est là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être un pneumothorax? Pourtant, le pneumothorax, c'est de l'air. Mais si j'ai un glissement, ce n'est pas un pneumothorax. Si j'ai un pouls pulmonaire, c'est qu'il y a du parenchyme qui transmet, donc ce n'est pas un pneumothorax. Très bien, alors, donc j'ai un échographe, je choisis la sonde. Normalement, on a dit on prend la convexe, la profonde. Mais pour certaines indications, je peux utiliser la superficielle. Après, je vais choisir la profondeur. Vous avez tous sur vos appareils la profondeur. Soit c'est écrit profondeur, soit en anglais, depth. D'accord? Il faut juste retenir le terme, parce que des fois, vous découvrez un appareil, mais vous devez connaître les termes. Pour la sonde, c'est probe. D'accord? Pour la profondeur, soit c'est en français, soit c'est en anglais. Ensuite, je vais choisir, si c'est le mode B, la brillance. La brillance, c'est l'équivalent de la pénétrance sur une radio thoracique. C'est ce que je veux que ce soit plus blanc ou plus noir. Donc, vous faites le réglage qui va vous montrer les constituants du thorax. Et il y a la focale, je peux focaliser sur une image. Donc, il y a un petit curseur sur le côté que vous remontez pour fixer une image précise quand vous voulez l'étudier au mieux. Alors, en général, comme on vient de dire, donc une fois que j'ai fait mes réglages, je vais commencer à explorer. Et en général, c'est ça. On a un patient assis, si ce n'est pas un patient instable, et je brasse, comme on a dit, tout le thorax. Donc, normalement, j'ai ça, n'est-ce pas? Par exemple, là, j'ai une pleurésie. Là, j'ai le diaphragme. Je vois l'épanchement. Je vois le poumon ratatiné. Ça, c'est l'équivalent en image. Ça, c'est un scanner, mais bon, c'est juste pour vous dire, voilà comment ça va apparaître sous rayon X. Sauf que l'image que vous avez en échographie depuis tout à l'heure, vous avez reconnu les éléments, elle est inversée. C'est-à-dire que normalement, c'est ça l'image qui correspond à la radio, l'image logique.
C'est que j'ai mis ma sonde ici, le diaphragme il est en bas, et puis j'ai l'épanchement, et j'ai le poumon. D'accord? Or, l'image, elle sera inversée. Donc, du coup, il faut s'habituer à ceci. Donc, l'orientation, le cliché, c'est à la droite, mais à la gauche, mais ici, qu'est-ce que je vais savoir? Qu'est-ce que je vais retenir? Que le haut de l'image, c'est-à-dire la gauche, c'est le thorax. Le bas de l'image ou la droite, c'est le bas, c'est le sous-diaphragmatique. D'accord? Donc, à droite, c'est le bas, à gauche, c'est le haut. D'accord? Il faut retenir ces choses. C'est un entraînement, bien entendu, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais on l'apprend très, très vite, comme ce que vous avez appris, la radiographie thoracique. Alors maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner sur un poumon normal? Et c'est ce qu'il faut retenir. Mais vous avez maintenant déjà des idées. La paroi, c'est ça, ce sont des couches musculaires avec leur fascia, la graisse, etc. Et puis, on a les côtes qui se répètent à intervalles réguliers. Après, qu'est-ce qu'on a? On a la plèvre pariétale, sachant que la plèvre, le double feuillet, donc pariétal et viscéral, sachant qu'il faut quand même se rappeler que la plèvre viscérale fait des infiltrations dans les poumons. D'accord? Par exemple, pour la pathologie pulmonaire, une condensation, elle peut grignoter la surface pleurale. Pourquoi? Parce que c'est la plèvre viscérale qui va être atteinte dans ses extensions. Mais ça, c'est un petit détail. Suivante, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Donc, on a la paroi, donc on va voir maintenant la paroi. C'est cette alternance de lignes hypo-hyperéchogènes qui alternent justement muscles, fascia, voilà, vous mettez le Doppler, vous allez voir quelques vaisseaux, etc. Mais on reconnaît facilement la paroi jusqu'à s'arrêter sur la ligne ici, de façon brutale, qui correspond à la plèvre. Les côtes, maintenant, vous les connaissez bien, ce sont des images curvilignes comme ça, avec un cône d'ombre pur, et c'est ce qui va délimiter un champ pulmonaire, d'accord? Par contre, le cône d'ombre impur, voilà, maintenant vous le connaissez, c'est un blanc comme ça qui témoigne de la présence d'air. Alors maintenant les côtes, comme on a dit, c'est cette image que vous devez retenir, cette image curviligne et c'est noir en dessous, d'accord? Mais dans certains cas, il n'y a pas de vidéo ici, non? Alors dans certains cas, il n'y a pas de vidéo. Alors dans certains cas, regardez ici, normalement, s'il y a un cône d'ombre pur, j'arrête de voir la surface pleurale, n'est-ce pas? C'est logique. Mais dans certains cas, je continue à voir la surface pleurale. À votre avis, dans quelles conditions? Mais je suis pathologique normale. Ou alors, pour vous faciliter la tâche, parce qu'on est dans les 15-16 heures, dans une partie. La côte, normalement, hop, elle bloque, il n'y a plus rien qu'on voit. Mais dans certains cas, on peut continuer à voir la surface pleurale. C'est quand on va en antérieur, le cartilage, il n'a pas le même effet que l'os. D'accord? Donc, il ne bloque pas complètement, il bloque partiellement. Et donc, on peut effectivement continuer à voir la surface pleurale. Très bien. Alors, ensuite, on a reconnu la paroi avec tous ces éléments. Maintenant, pour voir ce qui se passe entre la paroi et le poumon, il faut calculer ce qu'on appelle l'espace intercosto-aérique. OK? C'est quoi l'espace intercosto-aérique? Ça, c'est un champ pulmonaire. On a la côte, on a la surface pleurale. On mesure entre l'extrémité de la côte et la surface pleurale la distance. D'accord? En général, on doit être à moins de 8, plus ou moins 2. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 10. OK? Mais au-delà de 10, il y a un épaississement de la paroi. Est-ce la paroi, est-ce la plèvre? Tout dépend du contexte que vous avez. D'accord? Donc, un espace intercosto-aérique de 8, plus ou moins 2, témoigne de la normalité de la paroi jusqu'au contact de la plèvre. OK? Donc, premier élément à calculer, c'est l'espace intercosto-aérique. Voilà, donc je pense qu'il est facile à calculer. Alors, par exemple, ici, donc non, suivant. Suivante. Alors, ici, par exemple, regardez, vous voyez très très bien, on a le curseur, regardez. Donc, on est à plus de 10 mm, n'est-ce pas? Donc, il y a une augmentation de l'espace intercosto-aérique et c'était un épaississement pleural pour quelqu'un qui avait fait une pleurésie, qui a gardé une pachypleurite. D'accord? Alors, après, avant d'arriver à la plèvre, on a un petit liseré graisseux comme ça, qui fait 1 à 2 mm et qui reste fixe. D'accord?
Il ne bouge pas. Suivant. Ça correspond, pour les gens qui font de la thoracoscopie, ça correspond à ce qu'on peut voir dans la plèvre pariétale, parce que si ça ne bouge pas, c'est que c'est collé à la plèvre pariétale, et c'est ce qui va séparer la plèvre pariétale de la viscérale. On peut avoir des petits amas graisseux, d'accord, qui ne sont pas anormaux, hein, à force de les voir, on s'y habitue. Et du coup, ce sont des éléments normaux tant qu'ils ont une épaisseur faible. Chez le sujet obèse, ils peuvent être un peu épaissis sans pour autant être normal, mais la normalité, il faut la connaître pour la mesurer. Alors, le liseré graisseux, chez l'obèse, il peut être un peu plus élevé, comme vous voyez ici, d'accord, voilà, mais c'est dans un contexte d'obésité. Alors, pour finir maintenant avec la paroi et la surface ici, regardez, ça c'est un nodule pulmonaire, mais qu'est-ce qu'on remarque? Bien qu'il est en train de rompre la plèvre viscérale, il n'a pas rompu le liseré graisseux et il ne va pas jusqu'à la paroi. Donc finalement, on peut conclure qu'il n'y a pas d'envahissement pariétal. Parce que vous savez très bien que toucher la plèvre viscérale, on le classe comment si c'est un cancer? Selon la taille et tout, on est encore dans le T1, T2. Mais s'il dépasse la plèvre viscérale vers la plèvre pariétale, ça veut dire qu'il a envahi le liseré graisseux, on va vite aller vers une atteinte pariétale et on va passer en T3. D'accord? Ça, bien sûr, c'est dépisté avant qu'il n'y ait l'envahissement de la paroi elle-même. Donc, regardez la finesse de l'échographie et regardez la finesse de la sonde superficielle, parce que maintenant, je vais voir un petit nodule. Est-ce qu'il envahit ou pas la paroi? Alors, très bien. Donc là, c'est la paroi, la ligne pleurale, d'accord? Maintenant, j'arrive au poumon lui-même. Comment va réagir le poumon? On a dit que finalement, les échos, quand ils vont arriver, vont rencontrer des molécules d'air en ébullition qui bougent. Et ça va nous donner cette image blanche punctiforme comme ça, qu'on a décrit comme cône d'ombre impur. Maintenant, il se passe quand même, c'est ce qu'on avait décrit au début, des artefacts qui ne servaient à rien, mais finalement, c'est ce qui décrit le poumon normal. Que vont subir ces ultrasons? Ils vont subir ce qu'on appelle des réverbérations. Ce que je vous ai décrit tout à l'heure pour les mouvements, eh bien, les ultrasons ne font pas tous la même réaction. Il y a forcément des ultrasons qui vont passer comme au prochain rang et au deuxième rang et au troisième rang et ainsi de suite. C'est ce qui va nous donner des lignes échographiques qu'il faut bien connaître en matière de poumon. Suivant. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, alors, une chose importante, c'est la surface pleurale. Premièrement, elle glisse et elle bouge. Deuxièmement, on peut y avoir des petites interruptions, mais moins de 3 par champ pulmonaire. OK? L'image de tout à l'heure, quand on avait tourné la sonde et qui était très large, on avait plusieurs interruptions. Mais ce n'est pas là où il faut calculer les interruptions. Si je vais calculer une plèvre normale, pourquoi? Parce que les cellules mésothéliales, vous vous rappelez un peu d'histologie, elles ont des jonctions lâches. Elles ne sont pas très collées. Donc, on peut avoir des petites interruptions, mais moins de 3 par champ. Bien sûr, moins de 1 mm, c'est tout fin, tout petit, comme ça, ici, ici. On peut les revoir dans les autres images dynamiques. OK? Et donc, juste en dessous de cette ligne pleurale, on aura le poumon. Donc, c'est le cône d'ombre impur. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Une partie des ultrasons va subir ce qu'on a vu tout à l'heure, mais une partie va passer. Et quand elle passe, elle peut rencontrer des molécules d'air qui sont alignées et qui vont constituer comme un deuxième obstacle. Et ça va reproduire comme l'équivalent de la surface pleurale. Je pense que vous les avez repérés depuis tout à l'heure. On dirait que la surface pleurale se reproduit une deuxième fois. OK. Une autre partie réussira quand même à passer jusqu'à une autre rangée de molécules d'air qui vont la bloquer et lui faire réfraction, réflexion, etc. Et on aura une deuxième ligne qui rappelle la surface pleurale et qu'on va appeler la ligne A. C'est l'air. D'accord? C'est la réverbération ou la répétition des mêmes phénomènes des ultrasons à différents niveaux. Suivante. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est une sonde ici profonde. On voit les deux côtes, donc on est bien sur une image, un champ pulmonaire. On voit la surface pleurale, il y a une petite interruption pas complète ici, mais si on était en dynamique, on l'aurait vu.
Et puis, qu'est-ce qu'on a? Hop, ligne A. Hop, une autre ligne A. C'est en général, ça ressemble, c'est un peu moins échogène et ça se répète à intervalles plus ou moins équidistants. D'accord? Très bien. Maintenant, quand les ultrasons traversent l'air, oui, on imagine que l'air, mais le poumon, c'est aussi la matière. Et les ultrasons vont buter sur les alvéoles et l'interstitium, parce qu'on explore en périphérie. Et donc, quand les ultrasons rentrent, ils vont comme diffuser comme ça de façon anarchique au sein d'une alvéole et traverser vers l'interstitium qui entoure l'alvéole. C'est-à-dire que là, on est dans le poumon profond. OK? Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce qu'on appelle des lignes B. Ce sont des lignes maintenant à l'inverse verticales qui partent de la ligne pleurale et qui vont en profondeur du champ pulmonaire. D'accord? Ils traversent comme ça de façon verticale jusqu'en profondeur. Maintenant, dans un champ pulmonaire, je dois avoir moins de 3 lignes B. À votre avis, puisque 3 lignes B, ça peut traduire quoi? Surcharge des alvéoles, d'accord? Et donc, ça peut être soit condensation dans le cas d'une pneumonie, si c'est le contexte. Ça peut être quoi aussi? Un OAP, d'accord? Et quand ça va remplir aussi l'interstitium, ça peut être aussi l'OAP, comme ça peut être tout bêtement un syndrome interstitiel. C'est pour ça qu'on l'appelle infiltrant. Pourquoi? Parce que c'est jamais purement l'interstitium. C'est souvent l'alvéole et les bronchioles, d'accord? Donc ça infiltre effectivement l'alvéole et le tissu interstitiel. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On a cette image qu'on appelle en queue de comète. Ce sont les lignes B. Juste pour retenir le normal, le sujet jeune, il a plus de lignes A, parce que le poumon est fin, il est riche en air. Et le sujet âgé, il a plus de lignes B. La sénilité fait que le poumon devient un peu plus dur. Maintenant, on a plus de lignes A en haut et plus de lignes B en bas, parce qu'on nous a appris que les apex sont plus aérés que les bases, n'est-ce pas? Donc voilà, donc c'est la sémiologie normale, avoir des lignes A et des lignes B. Ce n'est pas une vidéo, non? Je pense qu'elle se déclenche si. Voilà. Alors regardez, c'est une sonde convexe. On a la paroi qui est fixe. Regardez, c'est quand même une très belle image. La plèvre pariétale, regardez. Pardon? Voilà. Regardez ici, on a la plèvre pariétale, le liseré graisseux, la plèvre viscérale. C'est une très belle image. Et la plèvre viscérale a des petites interruptions. On a des petites interruptions, d'accord? Et elle a une épaisseur de moins de 1 mm. Rappelez-vous, j'explore, je regarde, parce que des fois on a des lésions dans la paroi, et je regarde les côtes et je calcule l'espace qui est égal à combien normalement? 8 plus ou moins 2, très très bien. Et puis après, partant de cette ligne pleurale, c'est blanc, donc c'est bien l'air du poumon, c'est le compte d'ombre impur. Et qu'est-ce qu'on a ici? Des lignes A qui se répètent, très bien. Alors regardez ici, vous voyez la ligne pleurale? Parce que c'était une partie cartilagineuse, ça ne coupe pas complètement. Alors des lignes A exagérées, ça peut être une crise d'asthme, une BPC, ou pourquoi? Parce qu'ils font l'obstruction, ils gardent beaucoup d'air, d'accord? C'est le pneumothorax. Or, dans le pneumothorax, ça ne va pas glisser. Mais beaucoup de lignes A. OK? Voilà. Donc, au fait, il y a ce qu'on appelle un blue protocol qui nous oriente vers des pathologies dans l'urgence parce qu'ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Donc, quand on fait par exemple la fast echo, il faut connaître ce qu'on appelle le blue protocol. Mais ça, c'est un niveau 2. Mais juste, vous voyez déjà un peu où est-ce que je veux vous emmener. Donc, maintenant, vous comprenez que s'il y a trop de lignes A, voilà, selon est-ce qu'il y a ou pas un glissement. Quand il y a beaucoup de lignes B, vous avez déjà deviné, ok? Alors après, comme je vous ai dit, j'explore, donc les éléments de la paroi, la plèvre et le poumon, et j'arrive au niveau de la jonction thoraco-abdominale. Alors quand il y a le signe de l'interface, comme un de nos amis l'a dit tout à l'heure, on voit bien le diaphragme. Mais quand il n'y est pas, des fois on peut deviner la racine et une partie, comme on peut ne pas le voir. Et on devine les organes sous-phréniques qu'on apprend à connaître, la rate, le rein, le foie, etc. Voilà, donc on peut voir une partie. Donc on se familiarise avec ces organes et des fois vous y voyez des anomalies. Vous pouvez dépister des anomalies justement. Et quand j'interprète, notamment dans le rapport d'échographie, il faut bien sûr identifier votre patient, la date, donner le nom de l'appareil et la sonde utilisée.
Et puis après, vous allez interpréter les anomalies en disant qu'on est sur le cadran 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, en traçant une ligne parasternale, soit à droite, soit à gauche, une ligne axillaire antérieure et postérieure, et de dos, pardon, une ligne paravertébrale. Et donc, comme ça, on sait où est-ce qu'on va chercher les anomalies. Alors, si le patient, il est instable, il est allongé, où est-ce que je vais chercher une pleurésie? Quel numéro? D'accord, plus le 4. Si je veux chercher chez ce même patient un pneumothorax. Très bien. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est le Blue Protocol qui peut vous orienter dans l'urgence vers certains diagnostics. Alors, voilà, donc ça, vous pouvez le prendre en photo ou le chercher, vous mettez Blue Protocol et il est vraiment très, très intéressant chez le patient instable. Donc, un patient dyspnéique, on veut vite savoir ce qu'il en est. Vous savez, là, vous pouvez éviter des arrêts cardio-respiratoires. Vous trouvez un épanchement, un pneumothorax et vous faites un geste dans l'urgence et vous sauvez le patient. Très bien, donc on avance, voilà. Et donc, maintenant que vous connaissez le normal, on va passer vers l'anormal. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette première partie? Tout est clair? Yek? Très bien, donc je cède sans tarder la parole à mon ami professeur Alfaoui pour vous faire ce que vous allez pratiquer dès lundi, Inch'Allah. Je tiens à remercier mon maître professeur qui m'a aidé durant ma période de résidence pour apprendre l'échographie avant de faire mon diplôme universitaire. Et comme vous voyez, l'étude du poumon normal, effectivement, est très intéressante parce que connaître le normal peut m'orienter pour connaître la normale. La pathologie la plus fréquente dans notre contexte, en fait, c'est la pleurésie. Et qui dit pleurésie, dit déjà, il y a une clinique, il y a une radiographie thoracique en demande, on recherche l'opacité de type pleural, mais sachez que l'échographie est un examen complémentaire, surtout lorsqu'il s'agit d'un épanchement de faible abondance, pouvant combler seulement un cul-de-sac post-diaphragmatique postérieur ou devant un hémithorax opaque sur une radiographie thoracique, afin d'éliminer les diagnostics différentiels et éviter de ponctionner certaines pathologies comme le kyste hépatique et dans la contre-indication absolue. Qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un peut... Est-ce que vous voyez? Oui, ça c'est quoi? Très bien. Pourquoi on le visualise? Parce qu'il y a deux milieux qui sont différents. Le foie et le liquide qui est anéchogène. Et ça c'est quoi? Le poumon qui est atélectasié. Donc c'est facile de faire le diagnostic de pleurésie en posant la sonde d'échographie. Et c'est une sonde qui est convexe, très bien. Donc, comme je viens de dire, pour faire le diagnostic de pleurésie, ce n'est pas seulement une échographie, mais en fait, c'est un contexte clinique avec une radiographie. Et en cas de pleurésie minime, également cloisonnée, en cas d'hémithorax opaque, en cas d'association d'une pleuropneumopathie, en fait, aujourd'hui, on ne va pas voir les signes en faveur d'un foyer de condensation ou d'une pneumopathie, mais on peut déceler la pleurésie qui l'accompagne. Le contexte traumatique, comme a dit mon maître professeur Tabi, c'est le fast echo qui est accessible aux urgentistes et qui va permettre de voir toutes les anomalies, y compris une pleurésie associée. Alors voilà, c'est le fast echo. Vous voyez, on peut voir la plèvre, le poumon, l'espace intérépathorénal, le cul-de-sac de Douglas. En fait, on peut voir tout, y compris notre pathologie, la pleurésie. Et voilà, comme a dit Mme Rtabi, il y a l'espace 4, là où on peut visualiser l'épanchement lorsque le patient est en décubitus dorsal. Idéalement, chez nous, au service froid, le patient est en bon état général, c'est la position assise, le dos du patient, le patient assis dos en regard du praticien. Alors on balaye le thorax et on essaye d'aller vers la partie postérieure pour visualiser la pleurésie. Donc comment chercher une pleurésie? Déjà, le diaphragme, c'est le repère. Alors je dois toujours chercher où se situe le diaphragme afin d'éviter, si on veut faire une ponction, de ponctionner un organe de voisinage, et notamment le foie ou la rate. La sonde convexe,
c'est l'idéal, mais pour les pleurésies de faible abondance, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'un comblement de cul-de-sac, on peut utiliser la sonde superficielle afin de le visualiser. On peut l'explorer par le mode bidimensionnel, comme on peut voir l'épanchement ou déceler certaines caractéristiques par le mode TM, la position assise, comme je viens de dire, ou le décubitus dorsalo-latéral chez le patient qui ne peut se mettre en position assise. Comment caractériser déjà une pleurésie? Il faut s'intéresser à la quantifier. On va voir comment on peut quantifier une pleurésie. À voir son écostructure, est-ce qu'elle est anéchogène, est-ce qu'elle est échogène, est-ce qu'elle est finement échogène, sa mobilité et sa fluidité. Les mesures, on va réaliser des mesures bien précises. On va visualiser le poumon sous-jacent, est-ce qu'elle est atélectasiée ou est-ce qu'elle est siège d'une anomalie. Le poumon contralatéral, parce que quand on réalise une échographie thoracique, on la fait d'une façon bilatérale, d'une façon comparative. Et puis, on visualise le diaphragme, on peut l'étudier également et déceler les lésions associées, notamment pariétales ou autres. Voilà une image de pleurésie. Ça, c'est quoi? Très bien, ça, c'est quoi? Une pleurésie, l'écostructure, son écostructure, si vous pouvez voir. Est-ce qu'elle est anéchogène? Est-ce qu'il est finement échogène? Anéchogène. Et ça, c'est quoi? Le poumon, atélectasie. On voit que le poumon, il est anormal. Oui. Les sièges d'anomalie. L'initiation à l'atélectasie, Oui. etc. Et le renforcement postérieur, là, vous le voyez très, Oui, très bien. c'est à ce niveau. Oui. Également, une autre image. Voilà, le diaphragme. Ici, la pleurésie. Est-ce que c'est la même chose concernant son écostructure? Elle est finement échogène. Elle n'est pas anéchogène. Alors, et voilà le poumon et le renforcement postérieur. L'épanchement de faible abondance, pour le quantifier, il faut la position assise. Le liquide va combler l'espace pleural inférieur, c'est le cul-de-sac costodiaphragmatique postérieur. Elle est mieux visible en expiration. Il faut compter le nombre d'espaces en fait pour pouvoir dire est-ce que c'est minime, est-ce que c'est modéré, est-ce que c'est moyenne ou est-ce que de grande abondance. Et pour pouvoir déceler un épanchement au niveau de l'échographie, il suffit d'avoir 20 ml vs 100 ml à la radiographie thoracique. Donc on peut faire un diagnostic d'une pleurésie non décelable au niveau de la radiographie thoracique grâce à l'échographie. C'est magnifique. Oui. Sans cesser, c'est le comblement du cul-de-sac. Oui. D'accord. Donc, c'est impressionnant. Oui, c'est celle-là. Donc, ça, c'est de l'épanchement. La plèvre pariétale, la plèvre viscérale et l'épanchement, elle est anéchogène avec un renforcement postérieur. Qu'est-ce que vous voyez? Comment quantifier ce... Voilà, est-ce que ça s'agit d'un épanchement de grande abondance, de faible abondance, de moyenne abondance? En voyant cette image, ça, c'est quoi? Le diaphragme, ça? Poumon, ça? Est-ce qu'elle est de faible abondance, de moyenne abondance, de grande abondance? De faible abondance, très bien. Alors, on a dit qu'il y a le mode B, mais il y a également le mode TM. Voilà une image du mode TM. On voit un aspect qui est sinusoïdal. Il correspond en fait à quoi? J'ai de l'épanchement. À l'expiration, il y a la plèvre viscérale qui va atteindre la plèvre pariétale. C'est-à-dire, j'aurai ce mouvement d'aller, la plèvre viscérale va venir et s'éloigner de la plèvre pariétale. À chaque fois, j'aurai un mouvement de respiration et notamment en expiration. C'est pour cela, en mode TM, j'aurai cet aspect sinusoïdal qui va correspondre à une pleurésie en mode B. En fait, elle va confirmer le diagnostic et affirmer sa fluidité. Des fois, la pleurésie, elle n'est pas fluide. C'est-à-dire, lorsque j'ai une pleurésie purulente, je n'aurai pas ce symptôme ou ce signe malgré que j'ai un épanchement pleural. Et à garder en tête, on ne peut pas ponctionner si je n'ai pas une épaisseur
de l'épanchement qui est de 15 mm, en plus de l'épaisseur de la paroi qu'on rajoute pour ponctionner. Donc 15 mm, je peux ponctionner. Moi, je ne peux pas ponctionner pour ne pas toucher les organes de voisinage, et notamment le poumon pour ne pas avoir un pneumothorax comme complication. C'est une vidéo. Voyez comment le poumon est en train de jouer au niveau de la plèvre. Combien d'espace s'il vous plaît pour faire une ponction biopsie? Une ponction biopsie, l'espace d'habitude de 15 mm. C'est l'épaisseur qu'elle a dit, madame la c'est 15 mm. Et ça peut être un seul espace. Et vous allez être guidé par l'échographie. Donc, bien sûr, après, il faut un peu d'entraînement. Il ne faut pas trop introduire le trocar jusqu'au... Qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut calculer la paroi. Il faut calculer l'épaisseur de l'épanchement, d'accord? Et on fait la somme. On voit un peu notre trocar et on voit un peu la seringue ou l'intranet que vous voulez introduire. Sinon, c'est ça que vous allez résoudre. Sinon, pour la paroi, ça peut atteindre 1 cm à 2 cm. Donc, déjà, il faut calculer par rapport au trocar le 1 cm de la paroi en plus du 15 mm que tu vas introduire à l'intérieur. Il ne faut pas trop enfoncer le trocar pour ne pas toucher le poumon. Donc, voilà, c'est une addition à faire. Oui. Et autre chose, quand c'est la sonde profonde, des fois, ça peut déprimer de 0,5 à 1 cm. Oui. Il faut aussi la prendre en considération quand on calcule l'épaisseur de la paroi. Oui. Et il faut prendre en considération la respiration du patient lorsqu'il va être polypnéique. Donc, il risque de toucher à chaque fois que vous introduisez le trocar, il risque de toucher à chaque fois le trocar. Donc, c'est tout un contexte, y compris le patient, l'épaisseur, ainsi que la main de l'opérateur. C'est-à-dire, lorsqu'on est habitué, expérimenté à faire des biopsies, alors on peut faire même pour une épaisseur de 15 mm en plus de l'épaisseur de la paroi. On commence pas par ça. Ah non, on commence pas par ça. On commence par les grands, Oui. et après, ça, c'est l'expertise, effectivement, Oui. qui vient avec le temps. Très bien. Donc, pour la quantité en cas de moyenne abondance, en bas, on va trouver le diaphragme. En haut et en profondeur, on va trouver le poumon. On peut avoir une atélectasie seulement du lobe inférieur, comme on peut avoir une atélectasie et du lobe inférieur et du lobe supérieur, mais une petite compression au niveau du lobe supérieur lorsqu'il s'agit de moyenne abondance, mais pas la totalité, l'atélectasie de la totalité du lobe supérieur. Alors, latéralement, il y a la paroi thoracique. Et l'ampliation pulmonaire va me permettre de savoir la mobilité et la fluidité par le mode TM. Donc voilà, c'est un épanchement de moyenne abondance. Vous voyez que le poumon sous-jacent est atélectasie, notamment le lobe inférieur, une partie du lobe supérieur. Et l'épanchement, elle est sous-pulmonaire. Voilà, la paroi, elle est limitée par la paroi, et voilà l'épanchement. Ainsi que le diaphragme en bas, la paroi thoracique et le poumon en dedans. Quand ça bouge, on dit le signe du dauphin. C'est Oui. comme le dauphin qui bouge un peu, qui fait Oui. des sauts comme ça. Voilà également, mais là, le poumon, il est pathologique. Vous voyez des anomalies, ce n'est pas seulement de l'atélectasie, mais le poumon est également pathologique. C'est d'un foyer de condensation avec la pleurésie limitée en dehors par la paroi thoracique, le diaphragme en bas. Oui, qui devient... Oui, c'est l'abondance. En fait, lorsque l'épanchement est de moyenne à grande abondance, on peut avoir le diaphragme qui devient rectiligne. Et lorsqu'il y a une grande abondance, il va être convexe vers le côté, vers l'abdomen, en fait. Pas la convexité vers le thorax. Regardez le signe du dauphin. Pour la grande abondance, c'est le fameux hémithorax opaque au niveau de la radiographie thoracique. Le poumon est totalement collabé, donc alors on peut voir même le moignon pulmonaire. Et voilà, le diaphragme, la paroi thoracique, le poumon, atélectasie et la pleurésie qui est finement échogène. Ça, c'est des images qui sont issues de notre échographe. Voilà la paroi thoracique, la pleurésie, le diaphragme et le poumon atélectasie. Voilà la plaie viscérale qui est Oui, épaissie. épaissi, vraiment, il est très hyperéchogène. Donc, il y a un épaississement. Voilà également une autre image. Voilà la pleurésie, le diaphragme et le poumon atélectasie. Voilà un tableau qui résume à peu près ce qu'on vient de dire. Il y a le minime,
celui qui a demandé le nombre d'espaces, il y a un premier espace, un seul espace intercostal. Le diaphragme sera partiellement visible. Lorsqu'il est de petite abondance, j'ai une atteinte du lobe inférieur. Le diaphragme va être complètement visible, un seul espace intercostal. Et dans ce cas, je peux réaliser ma ponction biopsie pleurale sans problème. Alors, pour modérer, il y a un collapsus partiel du lobe inférieur. J'aurai une atélectasie partielle. Et là, 2 à 3 espaces intercostales. De moyenne abondance, 3 à 4 espaces intercostales. Et j'aurai le lobe inférieur qui est totalement collabé. Pour la plurisie d'une importance moyenne, l'atteinte du lobe supérieur qui n'est pas totalement collabé. Et là, j'ai plus de 4 espaces intercostales. Et finalement, la massif avec l'atteinte de tout le poumon. J'ai tout le poumon qui est atélectasié. Je peux visualiser le IL. Et dans ce cas, il y a presque tous les espaces intercostaux qui sont impliqués. Là, on a terminé avec la quantification de ce liquide. Son écostructure. Lorsqu'il s'agit d'un épanchement qui est transudatif, j'aurai une image anécogène. Mais lorsqu'il va être exsudatif, il va être finement écogène. Très écogène plaide en faveur soit d'une plurisie à liquide sérohématique, voire hémorragique, soit c'est une plurisie qui est purulente. Il détecte également la présence de cloisons. Donc, je peux voir déjà, est-ce que l'épanchement commence à se cloisonner? Et là, je commence déjà à la kinésithérapie pour mon patient avant que j'aurai toutes les cloisons et indiquer ultérieurement une chirurgie. L'épaisseur des cloisons va me permettre de savoir est-ce que l'épanchement est ancien, c'est-à-dire chronique, avec risque de pachypleurite. Et notamment la pachypleurite, je peux la déceler en voyant est-ce qu'il y a un épicissement de la plèvre viscérale. Et je peux repérer les logettes ou une à plusieurs logettes afin de faire les évacuations pour le patient. Par exemple, j'ai une pleurésie purulente. Je ne peux pas drainer parce qu'il y a présence de cloison. Dans ce cas, je fais plusieurs localisations où je repère plusieurs sites afin de réaliser mes ponctions évacuatrices. Voilà l'image noire et le renforcement postérieur. Ça, elle est écogène. Je vois qu'il n'est pas anécogène, elle est écogène. Quand elle est écogène, ça peut être quoi? Pu ou sang, très bien. Du pu, du sang ou franchement exsudatif. D'accord, quand il y a un exudat important. Oui. C'est en général purulent ou édématique. Alors, c'est en fait la mobilité dont on a vu, la mobilité du moignon pulmonaire et le poumon qui est tassé. Quand c'est écogène, on fait bouger un peu le patient, on a ce qu'on appelle le signe du plancton. Oui. On voit les échos qui bougent. C'est comme vous connaissez avec les souvenirs de la neige à l'intérieur. Oui. C'est ça, c'est le signe du plancton. Oui. Soyez là. Oui. Ça, c'est quoi? C'est l'écogénicité. Comment elle est l'écogénicité? Très écogène. Alors, ça peut être soit du pu, soit du sang. Là, c'est la fluidité. Est-ce qu'il est fluide ou pas? On a dit, lorsqu'il est fluide, j'aurai le signe du sinusoïde. Lorsqu'il n'est pas fluide, je n'aurai pas ce signe. Mais ça n'empêche que c'est un épanchement pleural parce que je vais combiner le mode B avec le mode TM. Et ça va changer avec la position. Ça, vous voyez, c'est quoi? Les cloisons. D'accord. Alors, ça, c'est important parce que tu te rappelles quand on faisait les thoracoscopies. Oui. En fait, on a l'échographe à portée de main. Donc, on repère la zone de l'épanchement. Le patient, en général, il a un décubitus latéral. Et quand on repère l'épanchement, on peut inciser. Et même si, comment l'espace intercostal, même quand on a un seul espace, en fait, quand on a très peu de liquide, on fait rentrer de l'air. Oui. On dégage le poumon, après on explore. Oui. Alors, ce qui est bien quand on a un épanchement comme ça, c'est qu'on peut débrider, on peut couper. On tire avec la pince et on débride ces cloisons. Et donc, ça permet par la suite de mettre un drain et de vider tout le reste. Oui. D'accord? Donc, c'est le cas des pleurésies purulentes. Oui. Ça, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez dire que c'est une pleurésie cloisonnée tout simplement? C'est pas net comme tout. C'est pas net. C'est pas net et ça pose un problème de diagnostic différentiel avec les autres pathologies. Un abcès, un kyste édatique, multiloculaire. Donc là, c'est un peu délicat. Je ne peux pas aller ponctionner
cœur net. Alors voilà, ici, il y a également quoi? Des cloisons. Elle est plus cloisonnée que qu'on vient de voir auparavant. Et c'est l'image thoracoscopique. L'avantage d'écho, c'est que vous pouvez vous déplacer. Quand vous voyez cette image, par exemple en latéral, vous pouvez aller en antérieur, en postérieur, etc. Oui. Donc c'est équisiatique. S'il est petit, vous pouvez aussi voir les limites. D'accord? Et vous allez peut-être voir la réaction liquidienne en dessous. Donc en fait, on peut aussi se changer d'accès, ce qui nous permet de meilleures images et avec des apports différents. Elle est hyper multicloisonnée, avec des septas qui sont épaissis. Là, c'est un épanchement cloisonné. Voilà le foie. Vous voyez le diaphragme, comment il est aplati. Oui. Et puis, il y a le rein droit. Et là, c'est quoi cette image? Oui, oui, c'est un kyste édatique, oui. Diagnostic différentiel. Et voilà l'image réelle du kyste édatique. Vous voyez, les multiloculés ici. Pour la pleurésie enquistée, elle a tout l'intérêt parce que va me permettre de savoir le siège exact, la taille, la forme, mais la mobilité va être réduite parce que quand même, c'est enquisté. Il va me permettre de faire un repérage afin de réaliser une ponction pleurale, voire une ponction biopsie pleurale. Vous voyez sur la radio, et voilà l'image qui correspond à l'échographie. L'échographie est très importante, surtout pour le repérage. En échographie, on peut la faire en temps réel. Des fois, lorsque j'ai un problème, je risque de déplacer le patient vers la salle afin de réaliser une ponction, je peux la réaliser sur le champ en introduisant l'aiguille et en la visualisant, il apparaît hyperéchogène. Alors là, c'est la distance à la peau. C'est-à-dire que c'est les moyens de sécurité. Je dois savoir absolument cela pour pouvoir réaliser le geste. Ça, c'est la fameuse distance à la peau dont je viens de parler. Il faut la calculer pour savoir combien de la distance de l'aiguille à introduire. Ça, c'est l'épaisseur de l'épanchement. Ça, c'est l'épaisseur sous-pulmonaire. Et c'est la hauteur sous-pulmonaire et l'épaisseur sous-pulmonaire. Donc tout ça doit être calculé afin de voir l'évolutivité après. Oui. Donc le liquide il s'arrête au niveau de la flèche numéro 2. La flèche numéro 2? Oui, c'est l'épaisseur du liquide, oui. C'est à partir de la paroi jusqu'au poumon. C'est-à-dire l'épaisseur à la peau, c'est la distance, c'est la peau, de la peau vers la paroi, vers la plèvre pariétale. Alors, de la plèvre pariétale vers le poumon, c'est l'épaisseur de l'épanchement. Pour la hauteur sous-pulmonaire, c'est du poumon au diaphragme. Et l'épaisseur sous-pulmonaire, c'est de la plèvre pariétale jusqu'au niveau, la fin c'est-à-dire le poumon, lorsqu'il n'est pas, va être totalement collabé, ou c'est la fin avec le diaphragme. Donc ça, c'est les mesures à prendre. Oui. On a l'impression que quand le poumon il est rétracté, donc la distance entre la languette du poumon et le diaphragme, on a l'impression qu'on peut introduire en fait l'aiguille ou le trocar vraiment peu dépasser la... Ça, c'est la définition au niveau des guidelines. C'est à partir de la plèvre pariétale jusqu'au niveau du poumon. C'est pas... oui, c'est l'épaisseur. C'est l'épaisseur avec le poumon. Tout en sachant que pour ponctionner, il faut calculer l'épaisseur à la peau plus l'épaisseur de l'épanchement. Et lorsqu'il va être supérieur, c'est-à-dire va être supérieur à la longueur de l'aiguille, je peux introduire l'aiguille sans problème. Pour rester dans la sécurité. Oui, pour rester. C'est les mesures de sécurité en fait pour réaliser le geste. C'est l'épaisseur à la peau plus l'épaisseur de l'épanchement qui va être supérieure à la longueur de l'aiguille que vous allez utiliser. Dans ce cas, je peux entrer sans problème, sans craindre d'avoir des complications. Ça, c'est les définitions des guidelines. Il vous sera des 15 mm. Oui, oui.
lorsqu'il s'agit d'un épanchement de faible abondance en fait. Et à votre avis, pourquoi on calcule le 4 en 30? C'est en fait pour l'évolution. Si je veux contrôler un épanchement pleural sans déplacer le malade à chaque fois, je fais l'évacuation, à chaque fois je veux le déplacer pour réaliser une radio, en fait, je vais calculer ces mesures afin de savoir l'évolution de cet épanchement pleural. Oui, c'est en fait l'évolution sous traitement, par exemple, d'une pleurésie purulente ou une pleurésie ferrohématique. Est-ce que l'abondance, est-ce qu'il y a une aggravation de l'abondance? Est-ce que, vous voyez, c'est l'évolution, en fait. C'est mieux que de refaire des radios. Oui, c'est ça l'objectif. L'épanchement sous-pulmonaire, vous ne le calculez pas, hein, vous ne le voyez même pas, vous le devinez des fois. C'est un aspect de surélévation de la coupole diaphragmatique. S'il y a en plus un épanchement typique dessus, vous ignorez, vous occultez l'épanchement sous-pulmonaire, alors que dans l'échographie, vous le voyez. Et puis il y a autre chose, c'est que vous pouvez calculer le volume. Oui. C'est quand vous avez une mesure comme ça, vous rajoutez une troisième mesure et vous avez le volume du liquide. Oui, il y a une Pour la formule. surveillance, vous pouvez même dire aux patients, par exemple, vous avez 300 cc, le lendemain, vous n'avez plus que 80 cc, ou qu'est-ce que j'en sais, donc c'est aussi un moyen de... Si on fait une évacuation, on a une estimation réelle Oui. du liquide qui reste. Déjà, par exemple, lorsque le patient est hospitalisé, on veut faire une première et une deuxième ponction biopsie pleurale. Alors, vous faites le premier jour, le deuxième jour, vous pouvez déplacer le malade, réaliser une échographie thoracique, vous avez une idée sur la quantité. Est-ce que vous allez faire une deuxième ponction biopsie pleurale ou il n'y a plus de liquide, je m'arrête. Donc, c'est ça l'objectif, en fait. C'est passionnant. C'est passionnant. Ouais. Vraiment, c'est plus concret Exactement. qu'une radio comme ça. On voit que même les restent fidèles à la réalité. Par exemple. Les images chirurgicales, c'est vraiment une reproduction de... Oui. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Endoscopique, pardon. Tu es chirurgien. La Tu vraie. peux défendre la pneumologie interventionnelle. Vous avez parfaitement raison. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire sur les mesures de sécurité, sur l'évaluation de l'abondance. Donc, c'est une répétition. Il faut toujours repérer le diaphragme. Parce que si je ne repère pas le diaphragme, je risque de toucher un organe et de le confondre avec une pochette. Je me rappelle une patiente, elle avait un kyste rénal. Alors, elle est partie voir son cardio. Il lui a dit que tu as un épanchement pleural. Lorsque la patiente s'est présentée au service, il n'avait aucune symptomatologie en rapport avec une pleurésie, c'est-à-dire ni signe fonctionnel. À l'examen clinique, il n'y avait pas le syndrome d'épanchement liquidien. Il est venu paniquer. Alors, dans ce cas, on a réalisé l'échographie. J'ai repéré le diaphragme. Je trouvais qu'il s'agissait d'un gros kyste rénal, confondu comme étant une pleurésie enquistée sous-pulmonaire. Donc, l'intérêt de repérer le diaphragme pour ne pas ponctionner une structure sous-diaphragmatique et avoir des complications. Il faut, avant de réaliser un geste, il faut garder en tête le mouvement du poumon ainsi que le mouvement du diaphragme. C'est-à-dire, je vois en un instant T que je peux entrer dans un espace, je peux réaliser la biopsie, mais lorsque je vois la mobilité du poumon, surtout chez un patient qui est polypnéique, ou la mobilité du diaphragme, mais je vois que je risque, en introduisant l'aiguille de seringue ou en introduisant mon trocar, je risque de toucher le poumon, un organe sous-diaphragmatique, je m'arrête, je ne réalise pas le geste et je cède à la thoracoscopie médicale qu'on réalise également au service. Le Doppler trouve sa place éventuellement. Si j'ai un doute, je peux l'utiliser et dans ce cas, je peux voir le IL hépatique, la vascularisation hépatique et je peux voir également le IL splénique ainsi que la vascularisation. Et dans ce cas, je suis certaine qu'il s'agit d'un organe sous-diaphragmatique. La hauteur de l'épanchement, c'est le nombre d'espaces intercostal et le mode TM, j'aurai le mode sinusoïde, le signe de la sinusoïde. Elle est bien parce qu'en fait, on fait défiler rapidement la sonde et on active le mode TM. Oui. Et ça nous rappelle le diaphragme, Oui. à la paroi. On a les champs pulmonaires qui sont éloignés de la paroi et ça nous rappelle dès que la concavité, la courbe d'amoison. Vous voyez? Et je peux calculer le nombre Et on d'espaces. calcule, voilà. C'est intéressant. Là, c'est juste. La position du patient est importante. C'est comme a dit professeur Tabi,
Autrefois, quand je suis venue au service, le patient, quand il partait au service de radiologie, il revient et hop, ponction blanche, parce qu'il a changé de position. Alors maintenant, faisant l'échographie au service, je sais la position de mon patient, donc je suis sûre que je vais entrer et trouver le liquide. Et carrément, faire la ponction lorsqu'il s'agit de faible abondance en éco-guidage réel. Les limites, malheureusement, il y a des limites. Lorsque j'ai une plèvre qui est calcifiée, c'est comme la côte, j'aurai un camp d'ombre postérieur, j'aurai un arrêt des échos. Il y a de l'emphysème de la paroi parce que j'aurai des lignes Z, c'est des artefacts qu'on appelle de lignes Z. Elles ressemblent aux lignes B, mais avec interruption en profondeur. Lorsque j'ai une peau délabrée, j'ai des pansements massifs, malheureusement, je ne peux pas réaliser l'échographie thoracique. Est-ce que vous avez des questions concernant la pleurésie? Est-ce que vous êtes capable de faire le lundi? Est-ce que vous êtes capable de faire l'échographie le lundi? Parce que la pleurésie, ça reste quand même rapidement décelable. Rapidement décelable. Et je vous rappelle qu'en réalisant l'échographie, l'idéal, c'est de faire d'une façon bilatérale, symétrique, pour pouvoir déceler les lésions par rapport à la normale. Alors, des questions sur la pleurésie? Qui a déjà fait une échographie thoracique? D'accord. Vous avez vu quoi comme pathologie? D'accord. Et vous avez pu fonctionner sous repérage échographique? Vous étiez plus à l'aise? Oui, bah c'est clair. On va directement vers le... Oui. C'est Il y a une technique impressionnant. particulière pour ça, pour tenir la sonde et j'ai l'impression que c'est un peu délicat de Alors, en tenir général, la sonde et essayer de s'orienter avec C'est la pas la sonde. fonction en même temps, on fait le repérage. Non, on peut faire. Au fait, tout dépend du gel que vous utilisez. Il a un gel aseptique, stérile. Vous pouvez faire au fait, l'aiguille là. Mais en général, on n'a pas le gel, non, il n'est pas partout. Non. On peut des fois se l'offrir pour faire quelques malades, surtout quand on fait les transpariétales. Mais etc. on peut utiliser un gant Mais stérile. voilà. On fait Il y a qu'un des petits dépannage. dépannages. Qu'un dépannage. C'est l'idéal, surtout ces débranchements de faible abondance. Oui. L'idéal, ce serait de voir Sinon, nous, au service, on réalise les transpariétales pour les processus qui sont périphériques. En fait, lorsqu'on réalise l'anesthésie, on peut des fois s'aider d'un gant stérile. À l'intérieur, on met le gel, puis on prend et on fait le geste en temps réel. Vous avez compris? Oui, en temps réel, carrément. Le gel, le gant et le gel encore. Des fois, il y a de l'air. L'air pas. Ça gêne. Là, il devient ennemi. Oui. Mais idéalement, vous pouvez aussi commander un petit flacon pour les cas comme ça, de gel stérile. Vous pouvez être à l'aise. Des fois, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on remet l'échographe, on n'hésite pas à prendre son temps. Et d'ailleurs, pour les premiers malades, on utilise beaucoup de gel. D'accord? Et plus on avance en expérience, plus on a besoin de moins de gel. D'accord? Alors, ce que vous pouvez donc justement faire, c'est quoi? Je me suis perdue. Il n'y a rien qui presse. Je remets la sonde, je repère encore une deuxième fois, et je nettoie et je restérilise la zone pour faire mon prélèvement. Surtout, il y a des fois, les patients bougent. Tu fais ton repérage, surtout pour les ponctions biopsie transpariétales des processus, ils bougent. Alors, je refais mon repérage et je continue sans problème. En général, on ne fait pas de ponction, c'est délicat lorsqu'il est antérieur. Quand c'est enquisté, vous allez repérer l'image. Si c'est comme ce qu'elle a montré Safawi tout à l'heure, l'image comme ça, en lentille biconvexe, etc. Et vous mesurez la paroi, la profondeur de cette poche. Si on est à l'aise d'être uniquement dans la poche, on peut ponctionner. Mais comme tu l'as dit, en antérieur, c'est délicat. Mettez le Doppler, s'il le faut vraiment. Honnêtement, ce genre de patient, on essaie de radiologue, parce qu'on n'est pas des radiologues non plus. On fait de l'échographie, niveau 1, niveau 2,
Et le niveau 3, normalement, c'est le spécialiste de radiologie. Même pour les masses médiastinales antérieures, c'est délicat parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux, il y a les gros vaisseaux et tout. Malgré que ça paraît plus facile lorsqu'on part chez les radiologues et on les voit en train de réaliser le geste. Et même, j'ai déjà réalisé une masse médiastinale antérieure lors des séminaires de mon DU d'échographie thoracique, en assistant bien sûr avec une radiologue, mais je ne peux pas la faire au service lorsque c'est délicat, je ne touche pas. Il ne faut pas s'aventurer et mettre le patient en danger pour réaliser un geste. Donc le Doppler, il est très important. Oui. Si vous devez acheter un échographe un de ces jours, ou choisir un échographe pour travailler au service, il faut qu'il y ait une bonne sonde. Donc la sonde profonde est obligatoire, plus ou moins. Moi je dis qu'il faut quand même avoir la linéaire, mais il faut aussi qu'il y ait un Doppler, parce qu'il y a des appareils sans Doppler. Là par contre c'est dangereux. Oui. Il n'y a pas de Doppler, il n'y a pas d'artère, il n'y a pas de problème. Donc avec l'expérience, vous pouvez faire des choses plus complexes. Mais dès qu'il y a du Doppler, faites attention, ne vous aventurez. Parce que des fois ça peut paraître banal, et toucher un vaisseau, c'est pas sympa. Oui. Surtout les vaisseaux antérieurs, parce que vous avez choisi le pire des vaisseaux. Oui. C'est après. Après, vous évacuez et vous regardez. Vous regardez le diaphragme, est-ce qu'il reprend sa forme normale convexe, est-ce qu'il reprend une courbe diaphragmatique normale. Et toujours vous comparez un côté par rapport à l'autre. Et puis, après évacuation, on ne pouvait pas savoir. Et souvent, c'est la pleurésie qui comprime, logiquement. Surtout si l'autre diaphragme bouge bien, ben on se dit que s'il n'y avait pas de raison à ce qu'il fasse une éventration, une paralysie ou autre qui fait que le diaphragme ne bouge pas trop, logiquement, c'est l'épanchement. Mais c'est après évacuation. Pareil pour la télectasie. Est-ce qu'elle est passive? Est-ce qu'elle est due à une anomalie pulmonaire? C'est après ponction. Si le poumon s'aère et redevient normal, voilà, c'est juste une télectasie passive. Si l'anomalie reste encore, c'est qu'il y a autre chose qui explique la télectasie. On n'a pas un logiciel dédié pour ça dans les échographes. Non. Les cardiologues, c'est une... Il y a une formule. Il y a une formule. Il faut calculer ce qu'on vient de voir et... Vous cliquez sur volume. Oui. Mais vous faites des mesures vous-même. Il n'y a pas un logiciel qui brasse toute la surface. Non. Alors, est-ce que maintenant vous avez démystifié l'échographie? On a sur notre appareil d'échographie. Oui. On prend la capture qu'on veut et on limite la zone. Et ça nous calcule. Mais vous-même, vous calculez comme ça et vous appuyez sur volume. Oui. C'est ça, oui. Il y a aussi cette option. Voilà, il y a des options sur les appareils, plus il est sophistiqué, tu peux avoir un petit truc en plus. Est-ce que maintenant l'échographie est plus claire? Est-ce que vous êtes capable d'aller identifier un épanchement pleural, une pleurésie? Oui ou non? Oui. Levez la main ceux qui ont dit oui. Levez très haut la main ceux qui sont à l'aise. Et il faut y aller. Il faut y aller. L'erreur à ne pas commettre, c'est d'assister à des ateliers comme ça, de ne pas pratiquer. Ne faites jamais une formation si vous n'allez pas pratiquer. Elle se perd. Vous ne faites la formation que lorsque vous allez pratiquer. Et je pense que dans la plupart des services, il y a des échographes. S'il n'y a pas d'échographe, je vais chez mon ami radiologue, je le colle. On a tous fait ça. Oui.